Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau podcast de l'Avent. Aujourd'hui, je suis avec Audrey, Bonjour. qui est à la fois éleveuse et une amie. On était en train de se dire que ça fait combien on a dit 12 ans Quasiment 13 ans. Quasiment 13 ans qu'on se connaît. Ça fait long, hein, ça ne rajeunit rajeunit pas, c'est comme clair. on dit. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on a un parcours un peu similaire. On s'est rencontrés, t'étais pas dans le chien, j'étais pas dans le chien, et t'avais un chien. Et j'avais un chien, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Ouais. Alors déjà, il faut dire que Audrey est éleveuse de Shiba Inu. Grande surprise, évidemment. Ouais. Et le but ici, c'est vraiment de parler un peu du quotidien d'un éleveur. Comment ça se passe? C'est quoi un peu des journées types? Et puis, il y a aussi un peu ce côté, je trouve, un peu fantasmé, tu sais. Tu fais des chiots et c'est tout mignon. C'est trop mignon, génial. Je m'occupe des chiots toute la journée. Ouais. Et t'es dans un cocon, tu sais, comme des fois on voit sur Insta. Ouais. Tu sais, les trucs un peu parfaits, tout ça. Non, la réalité, c'est quand même que tu nettoies du pipi et du caca tous les jours. Et donc, c'est un peu ça que je voulais aborder. Donc déjà, dans ce podcast, c'est pas un podcast qui va dire exactement quelle étude faire pour devenir éleveuse, quelle réglementation faire quand vous ouvrez un élevage, il faut que vous ayez tant de chenilles, tant machin. C'est pas le but d'ici. Le but ici, c'est plus que tu nous racontes un peu ton ressenti. Mon quotidien. Exactement. Okay. Ça fait combien de temps maintenant que t'es éleveuse ? On s'est rencontrés, nous, en 2012 et j'ai commencé l'élevage en 2013. J'ai eu ma première portée été 2013. C'est vrai, je m'en souviens de cette première portée. Elle est encore là, elle est à côté de nous. Elle est à côté sur le canapé. Qui a 11 ans et demi maintenant. C'est ça. Donc du coup, t'as quand même un recul. Je veux dire, tu vois, c'est pas comme si t'avais commencé il y a 1 an. Non, c'est clair. Et j'aimerais bien finir un peu sur le métier qui change un peu sur le Shiba. On en a un peu parlé, mais juste de dire que c'est une race qui est devenue à la mode et ça change aussi le travail d'éleveur de quand t'as un chien à la mode, de pas un chien à la mode. Est-ce que tu peux commencer à comment t'as commencé et pourquoi t'as changé de métier en fait Ouais, c'est vrai que quand on s'est connus, j'étais pas du tout éleveuse, donc je travaillais en région parisienne. Alors j'ai toujours aimé les chiens depuis que je suis toute petite, j'ai toujours eu des chiens à la maison et tout. Et en fait, à la base, j'étais partie pour faire des études vétérinaires, donc j'ai fait un bac S, j'ai fait une classe préparatoire aux écoles vétérinaires. Et en fait, j'ai arrêté en classe préparatoire, plus psychologiquement, j'avais vraiment du mal avec la classe prépa. Okay. Et je suis partie dans totalement autre chose, donc c'est assez drôle, mais je suis partie dans le commerce. Okay. Donc après, j'ai travaillé en tant que manager dans une boutique en région parisienne et tout. Mais au fond de moi, j'avais envie de travailler avec les chiens, en fait. Ça a toujours été mon rêve depuis petite, je voulais être vétérinaire. Enfin, moi, c'était le contact avec les chiens qui m'intéressait. Et entre-temps, donc pendant que j'étais manager dans ma boutique, j'ai eu une petite Shiba qui était ma chienne de compagnie. Et c'est vrai que ça m'a fait me passionner pour la race et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Parce qu'à l'époque, ça n'existait pas le Shiba. C'était très dur. Il y avait des listes d'attente. Moi, je suis allée la chercher en Belgique. Alors, c'est pas très loin, mais en France, mais quand même. j'avais pas trouvé de chiot disponible en France. J'avais dû attendre un petit peu et tout. Et du coup, j'avais acheté ma première Shiba. Et c'est vrai qu'en m'intéressant à la race, je suis revenue un petit peu à ce que j'aimais à la base, c'est-à-dire m'intéresser à tout ce qui est génétique, en fait, m'intéresser à la science. Ouais, c'est ça, le côté plus scientifique des choses. C'est ça. Ouais. C'est ça. Et du coup, tu as eu ta première Shiba. Ouais. Et qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit là, en fait, je vais basculer. Parce que le travail avec les chiens, ce que je disais dans le podcast précédent sur le métier d'éducateur, c'est que, à part vétérinaire, on te propose pas vraiment de métier en rapport avec les chiens. On va pas dire, alors si t'aimes les chiens, tu peux faire éleveur, éducateur et machin, tu vois. Quand j'ai dit à mes parents que j'allais être éleveur, ils m'ont regardé en mode, mais Audrey, tu aspires à beaucoup mieux, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, genre là, tu te gâches, quoi. Ah oui, non, mais ils imaginaient que j'allais vivre dans une maison faite de caca, avec de la terre sur les murs, que en tôle, j'allais être complètement en retrait de la société, quoi. Et qu'est-ce qui m'a fait vraiment basculer dans ça, c'est que je travaillais en région parisienne dans une boutique. Honnêtement, je gagnais bien ma vie pour mon âge, mais je me réveillais le matin et j'avais juste une envie, c'était de rentrer chez moi, en fait. J'avais aucune passion pour ce que je faisais. Je devais le faire, donc je le faisais. Je rentrais chez moi et je me disais, vivement les vacances, en fait. Et c'est vrai que je me disais, mais Audrey, tu vas vraiment passer toute ta vie à attendre d'être en congé. Pour moi, c'est pas une vie, mais après, chacun voit ça comme il veut. Mais je me faisais chier, clairement. Ouais, t'étais pas épanouie. J'étais pas du tout épanouie. Et donc, j'avais ma première Shiba et
à peu près 1 an après ma première Shiba, j'ai contacté, en fait, j'ai suivi un petit peu plus le monde du Shiba à cette époque, qui était pas très grand. Oui. Et du coup, j'ai suivi une éleveuse aux États-Unis sur les réseaux sociaux et j'ai adoré ces chiens, en fait. Et je l'ai contactée en me disant: «Mais j'aimerais tellement un chien de votre élevage parce que je les trouve superbes». Et j'ai eu la chance qu'elle m'invite chez elle aux États-Unis pour me faire découvrir en fait son environnement. Donc elle avait 60 chiens. Oui, elle avait beaucoup de chiens. Elle avait 60 ou 70 Shiba. Enfin, c'était hallucinant. J'avais jamais vu ça. Donc elle avait un gros élevage. Parce qu'il faut préciser que toi, là où tu as pris Ina, c'était un petit élevage. Ouais, elle avait 4-5 chiens, un truc comme ça. Et en fait, moi, là où j'avais pris ma première Shiba, c'était des chiens assez peureux. Donc j'avais pas pu approcher ni la maman ni le papa. Et à cette époque, on m'avait dit que la race était comme ça, donc franchement, ça m'avait c'était assez classique. Ça m'avait pas surpris, c'est ça. Donc et puis ma petite Shiba était quand même assez méfiante aussi, mais bon, pour moi ça allait avec la race, donc j'étais pas surprise. Et donc je suis partie aux États-Unis, donc c'était en septembre 2012. Donc septembre 2012, je suis partie aux États-Unis et j'ai découvert donc cette éleveuse qui m'a invitée chez elle. Et chez elle, tous les Shiba m'ont fait la fête. Et je me suis dit, mais c'est normal ça. C'est pas ce qu'on connaissait. Mais ouais, je me suis dit, mais j'ai jamais vu ça en France. En tout cas, à cette époque, donc c'était il y a plus de 10 ans. Ouais, en France, quand on croisait un Shiba, je veux dire, on pouvait pas trop le caresser. Peureux, agressif. Ouais. En tout cas, c'était la réputation qu'ils avaient. Et elle m'a dit, mais non. Et puis, ça se travaille, en fait. C'est la génétique du chien. Il faut que tu la travailles. C'est hyper intéressant et tout. Et alors là, c'était bon. Elle t'a ouvert un monde, quoi. Ouais, c'est ça. Je me suis dit, mais ça va être super intéressant d'essayer de faire évoluer vers ce qu'on veut, en fait, la race, en tout cas en caractère. Et d'avoir la possibilité de pouvoir faire interagir là-dessus, quoi. En plus, que la génétique impacte vraiment le caractère du chien. Le chien que tu vas avoir après. Puis, parce que du coup, moi aussi, je suis allée chez elle. Oui. Elle, c'est un livre, en fait. Elle te sort des trucs et tu te dis... C'est une éleveuse qui a 70 ans. Hein. Puis c'est un peu la référence quand même, voilà. Et elle te dit des trucs parce qu'elle est allée beaucoup au Japon. Donc elle a appris aussi pas mal là-bas. Et elle te dit, tu vois, je sais pas, genre le bol de riz, la faux que l'angle, enfin c'était scientifique, je sais pas comment expliquer. C'était passionnant. C'était passionnant, ouais. Et du coup, là, quand t'es rentrée en France, parce que t'as pris ta chienne. Oui, moi je lui ai acheté une petite chienne qui avait 1 an. Donc, qui est toujours avec nous, qui a 13 ans maintenant, qui a un peu plus de 13 ans. Et en fait, je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire. Ça m'a vraiment passionnée. J'étais déjà passionnée par la race, mais alors là, je me suis dit, mais en fait, être éleveur, c'est vraiment... Enfin, ça a l'air génial. Enfin, moi, à la base, avant de la voir, elle, je m'étais dit, être éleveur, c'est on fait naître des chiots, on s'en occupe, on les vend, et puis basta, quoi. Enfin... Et en fait, non, j'ai vu tout le travail qu'il y avait derrière et je me suis dit, mais c'est un métier passion, mais un métier qui a l'air extraordinaire, en fait. Et à partir de là, donc c'était en septembre 2012, j'ai beaucoup réfléchi à tout ça. J'étais en appartement, donc c'était difficile de me projeter, en tout cas, en tant qu'éleveur à cette époque, même si on peut faire quelques portées en appartement, mais me projeter en tant qu'éleveur, c'était pas pareil. C'était pas possible, c'est ça. Et donc, j'avais mes 2 chiennes et j'ai commencé à chercher une maison, à en parler à mon travail que je voulais potentiellement le quitter. Ouais, bah oui. C'est quand même une grosse étape. Oui. Parce que tu sais ce que tu quittes, tu sais pas vers quoi tu vas. Ah non, c'est ça. Mais donc, je me dis qu'on vit qu'une fois. Ouais, donc, non, mais t'as raison. T'as moi, je me suis dit, au pire, ça ne marche pas, je retourne travailler là où je travaillais ou ailleurs. Enfin, voilà, je fais autre chose. Tu pouvais très bien refaire au pire ce que tu faisais ou même autre chose. Oui, c'est ça. Enfin, en tout cas, j'étais pas heureuse dans ce que je faisais. Oui, ça pouvait pas être pire finalement. Je pense que ça peut toujours être pire, mais oui. Ça peut toujours être pire, mais je veux dire, ouais, c'est ça. Je pouvais peut-être être plus heureuse en faisant autre chose, en tout cas. Tu tentes pour avoir mieux. Ouais, j'ai essayé en tout cas, et ça a marché. Et du coup, tu as trouvé une maison qui avait déjà des installations, du coup. C'est ça, à 1h30 quand même de là où j'habitais avant. Ouais, c'est ça. J'ai trouvé une maison avec des installations, parce que c'était une éleveuse qui arrêtait. J'ai acheté cette maison en avril 2013. Et en fait, juste avant, j'avais signé une rupture conventionnelle avec mon travail qui m'a permis... Ça se faisait à l'époque, Ouais, ça se faisait bien. Ça se fait moins, je crois. J'avais travaillé depuis quelques années avec eux, ça se passait très très bien. Oui. Ils ont accepté ça sans problème. Et puis ils étaient au courant de ton projet aussi. Oui, ils savaient mon projet, ça m'a permis de pouvoir partir, d'avoir un petit peu le chômage au début pour me lancer. Enfin, ça a été vraiment une grande aide. Et puis en 2013, du coup, j'ai commencé à acheter mes premiers chiens avec les économies que j'avais et à me lancer dans l'élevage, donc petit à petit. C'est ça, parce qu'au début, tu commences quoi avec 2 chiens c'est ça. Aujourd'hui, j'ai quasiment 40 chiens. 40. Moi, j'ai pas l'impression que t'es 40 chiens, parce que quand tu viens voir, en fait, il y en a beaucoup qui sont ensemble et tout. Ouais. On n'a pas l'impression. En fait, en tout cas pour moi, qui suis pas d'un milieu rural, je connaissais pas d'éleveurs, en fait. Et comme toi, quand j'ai eu ma première Shiba, Meiko,
Alors, c'était une particulière qui Oui. l'avait fait naître. Et je m'étais dit, mais c'est magique. Genre, elle me donne ce chien. Et je me suis dit, mais elle donne du bonheur aux gens, quoi. Oui. C'est hallucinant. Et je connaissais pas, comme toi, tout ça. Enfin, tu vois, si tu me dis, il faut combien d'hectares je ne sais pas. Je Oui. connais même pas les nombres de chiens par élevage. Mais c'est sûr que quand on vient pas de ce milieu-là, il y a énormément de choses à savoir. Donc ça, je vous laisserai aussi vous renseigner, ou on fera peut-être un podcast plus tard sur On les pourra choses faire plus particulières, un podcast plus développé sur plus l'élevage, la détaillé. réglementation. Exactement, parce qu'il faut pas non plus se lancer comme ça n'importe comment. Il y a aussi le fait que du coup, tu l'avais aussi un peu en mentor, entre guillemets. Oui, C'est-à-dire que la même si tu personne aux viens États-Unis. pas, voilà, Ouais. même si tu viens pas de ce milieu-là, j'ai l'impression que quand même pour se lancer, c'est quand même plus facile de se lancer, entre guillemets, avec son éleveur, qui va pouvoir quand même t'aiguiller, qui va Oui. pouvoir te donner des conseils, etc. Toi, comment t'as vécu tes premiers, parce que t'arrives dans ta maison, dans une région que tu connais pas, Oui, donc tu clairement. connais personne. Et comment t'as débuté? Tu t'es pas genre senti en mode là, qu'est-ce que j'ai fait? Ou là, qu'est-ce que je fais? Enfin, tu vois? Alors, non, parce que je suis plutôt positive de base et du coup, je me dis, on va voir comment ça se passe. Donc non, je me pose pas trop de questions et je pense qu'il faut tenter les choses. Mais c'est vrai qu'au début, on ne sait pas trop si ça va marcher. Ouais. Et comment on va se faire connaître aussi, comment je vais vendre mes chiots. Enfin, je me oui. suis dit, personne ne me connaît, comment je vais vendre mes chiots, comment C'est ça sûr. se passe et tout. Donc j'ai fait ma première portée l'été 2013. Et j'ai eu 2 chiots, et il y en Oui, a c'est une qui a ça. été prise par une amie et l'autre, Ouais. je l'ai gardée. Donc sur cette portée, on ne s'est pas trop posé la question de ce Hmm. que j'allais faire avec les chiots, comment les vendre et tout. Mais sur les portées suivantes, effectivement, j'ai essayé de me faire connaître, j'ai commencé à parler sur les réseaux sociaux et tout, mais c'était pas facile au début. On n'a pas de nom. Ouais. J'ai commencé aussi, parce que dans la race que j'élève, les tests de santé n'étaient pas trop faits à l'époque, donc j'ai essayé de me démarquer en faisant les tests de santé, en essayant d'apporter quelque chose en plus, en tout cas au travail que je faisais. Et puis en travaillant plus le caractère, qui n'était pas forcément travaillé à cette époque. Alors maintenant, on a des chiens beaucoup plus faciles, Ça 10 n'a ans rien après. à voir. Ouais. Mais à cette époque, c'était assez difficile. Et donc, j'ai essayé en fait de me démarquer. D'apporter ta patte un peu. Ouais, c'est ça, à la race. Et après, les premières portées, c'était un petit peu. Moi, j'avais vu que sur Internet le théorique, quoi. Ouais, bien sûr. Donc, après, là, c'est la pratique, quoi. Et en fait, après, c'est l'expérience. Alors Clairement, après, si je peux me l'expérience. permettre aussi, tu avais une différence qui était l'âge. C'est-à-dire que les éleveurs de Shiba à l'époque, c'était pas forcément des gens qui étaient super sur les réseaux, Oui. qui étaient pas non plus en mode je me fais connaître. Alors c'est plus facile quand t'es entre guillemets, je mets des guillemets, mais genre 3 élevages en France, mais si tu te fais pas connaître, en vrai il y en a que 3, c'est sûr qu'on va aller chez toi. Oui. Quand même, t'as un peu développé ce côté plus sur les réseaux, etc., où tu sais, on avait une visibilité beaucoup plus forte que une photo par semaine. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que ça aussi, ça a aidé. Et tes lignées, qui venaient aussi d'ailleurs. C'est ça, j'ai importé beaucoup de chiens, puisqu'en France, à l'époque, les éleveurs se partageaient, se vendaient les chiens entre eux et tout, donc on n'avait pas trop de nouveautés. Moi, j'ai importé, donc j'ai un peu tout fait moi-même en arrivant, donc j'ai importé tous mes chiens au début des États-Unis, puis après directement du Japon grâce à des contacts. J'ai essayé en fait de me démarquer exactement comme ça, de faire des belles photos, d'essayer de plus parler du caractère de la race. Enfin, en fait, je pense que quand on commence dans l'élevage, il faut essayer de se démarquer par quelque chose. Un peu apporter sa patte, quoi. Ouais, bon, soit quelque chose de positif, bien sûr, mais essayer de se démarquer par quelque chose. Et ouais, après, c'est... Et une fois que tu as importé tes premiers chiens, ouais. Donc déjà, c'est de l'argent, parce que faut payer. Beaucoup d'investissement. Sur le côté un peu financier, de quand on se lance, etc., bon, tu as l'achat d'une maison, bon, d'accord, mais tu as quand même l'achat d'installation. Et puis, l'élevage, c'est du vivant. Ce qui fait que, tu vois, ta première portée, tu n'as eu que 2 chiots. Alors, je dis bien que, parce que dans la race, c'est vrai que c'est pas non plus des chiens qui font 12 chiots, on est d'accord, mais 2, c'est quand même pas beaucoup. Et puis, du coup, ta chienne que tu as gardée, il faut attendre qu'elle grandisse pour que tu lui refasses faire des bébés. Ah oui. Donc là, comment ça s'est passé en me disant, ok, mais à un moment donné, j'ai ma rupture conventionnelle, j'ai mon chômage, mais il faut que je vive. Tu as importé des chiens en âge de reproduire pour commencer à créer tes lignées, etc. À quel moment tu t'es dit, là, ok, je sors un peu la tête du début, je commence un peu à peut-être en vivre? Ouais, c'est pas facile de répondre à cette question, mais c'est vrai que c'est la question que souvent on me pose. Tout le monde se pose la question. C'est ça, est-ce qu'on peut vivre de l'élevage? Ça, c'est une vraie question. D'ailleurs, si je peux me permettre, quand tu t'es lancée, tu sais, quand tu as quitté ton travail, tu l'as pas fait pour l'argent,
Tu t'es pas dit, tiens, je deviens éleveuse pour gagner 10 millions d'euros. Non. Mais forcément, tu t'es quand même posé la question, est-ce que tu vas pouvoir en vivre? Oui, on va pas se mentir. Je me suis dit, si je fais de l'élevage, j'aimerais pouvoir au moins en vivre. Bah, c'est ça, faut que tu manges à la fin du mois, quoi. C'est ça. Et au début, non, c'était pas possible, clairement. Et je pense que pour en vivre, donc c'est possible de vivre de l'élevage parce qu'on voit un petit peu de tout sur Internet. Il y en a beaucoup qui vont dire non, on peut pas en vivre, en tout cas pas en faisant les choses bien. Ouais, on Alors, entend beaucoup ça. Ouais, et je pense quand même bien faire les choses. Tous mes chiens sont tous dépistés pour toutes les maladies de la race. Enfin, ils sont tous sortis 2 fois par jour. Enfin, voilà. Parce qu'après, on abordera le côté bien-être, C'est justement. ça, j'essaye quand même de tout leur apporter. Mais voilà, j'arrive, moi, à en vivre, à me tirer un salaire. Alors, clairement, il n'est pas élevé. C'est ça, tu gagnes pas 1 million d'euros par mois. Non, je paye même pas d'impôts, pour dire. Donc, c'est quand même assez bas sur la feuille d'imposition. Mais ça me permet, en tout cas, de pouvoir nourrir mes chiens, payer les frais vétos, etc. Par contre, j'ai pu en vivre, on va dire, sans travailler à côté, parce que j'ai eu une période où j'ai été obligée quand même de travailler en plus. Il y en a beaucoup. Hein. Oui, et c'est normal. C'est normal parce que quand on n'a pas beaucoup de chiennes en reproduction, on est obligé de travailler à côté et c'est important pour pas faire n'importe quoi. C'est-à-dire pour pas se dire j'ai besoin d'argent, donc tant pis, je fais n'importe quoi parce que c'est souvent ça les dérives dans l'élevage et c'est à cause de l'argent. Donc il faut pas hésiter à travailler à côté quand on a peu de chiens. Et moi, je pense que j'ai réussi à en vivre et du coup à ne plus avoir besoin d'un salaire à côté quand j'ai eu une quinzaine de chiens. Ok. Donc c'est quand même pas mal. C'est là où tu as senti un peu la bascule de dire là, probablement que je peux ne plus travailler à côté. C'est ça, parce qu'avant ça, il suffisait que j'ai une de mes portées qui ne fonctionne pas, ou alors d'avoir juste un seul chiot. Il faut savoir qu'entre l'accouplement de la chienne et le départ du chiot, déjà, il faut entre 4 et 5 mois avant de toucher l'argent du chiot. Et si ça ne fonctionne pas, vous repartez. Et il faut, pour 6 mois. Ouais, pour 6 mois après. Minimum. Donc quasiment 10 mois, entre guillemets. C'est-à-dire que si votre portée n'a pas fonctionné, votre prochaine rentrée d'argent est 10 mois après. Quasiment un an. C'est pas possible, en fait. Vous avez tous les chiens à nourrir, vous avez vos frais quotidiens, enfin mensuels plutôt. Donc non, c'est pour ça que c'est important d'avoir soit assez de chiens, soit si on veut pas avoir beaucoup de chiens, ce que je peux comprendre, parce qu'il y a des gens qui préfèrent rester à une petite échelle pour pouvoir apporter à leur chien peut-être beaucoup plus au quotidien, et il faut travailler à côté. Et ça, c'est vraiment important parce que malheureusement, il y a beaucoup de dérives dans l'élevage, et les dérives sont liées souvent à cet argent. Oui, à cet argent qu'on n'a pas ou dont on a besoin. Et on se dit, finalement, ma chienne qui n'a pas l'âge, on va peut-être la faire reproduire parce que j'ai besoin d'argent. Ma chienne qui a eu des chiots il y a 5-6 mois, on va doubler ou tripler. Ouais, parce que j'ai besoin d'argent. Donc ça, c'est un petit peu la difficulté. Il faut faire attention à ça. Ouais. Oui, parce qu'en fait, quand tu vends un chiot, tu vends quelque chose de vivant. Qui appartient à quelque chose de vivant, donc la maman. Et on le dit, dans le commerce, en plus tu en as fait, pour gagner de l'argent, faut faire une économie d'échelle. Plus tu en vends, plus tu vas gagner de l'argent. Sauf que, alors ça c'est vrai, et même dans l'élevage, mais à un moment donné, il faut aussi voir cette bascule de à quel moment tu peux aussi te laisser déborder. On en voit des fois, tu sais, sur les réseaux, des gens qui se sont fait complètement déborder, qui ont des chiots partout, qu'ils arrivent déjà même des fois pas à vendre, des chiens qui sont portés sur portée, peut-être mal nourris, etc. etc. J'ai l'impression quand même que c'est un métier où la dérive, elle est assez facile, entre guillemets. À quoi tu penses que ce serait dû? Est-ce que c'est dû au fait que, le chien, il parle pas, entre guillemets, tu vois? La dérive, en fait, je pense elle peut être due au fait que c'est un métier qui brasse beaucoup d'argent. Alors, sans que tu en touches beaucoup, mais je parle qu'il brasse beaucoup d'argent. Et c'est vrai que les gens ont tendance à se dire, je vais avoir plus de chiens pour faire plus de portées, pour faire plus de... Mais avoir un chien, c'est du temps. Et en fait, les gens n'ont pas... C'est négliger un peu tout ce côté-là. Ouais, c'est de dire, je veux juste plus de chiens, j'ai pas la place, c'est pas grave, on va accumuler, on va mettre des cages, on va faire ci, on va faire ça, mais ça va me permettre de gagner peut-être plus en faisant plus de portées derrière. Et en fait, on se retrouve avec des gens complètement débordés. Et dépassés, ouais. Dépassés, ouais, où vous avez des mauvaises structures, des mauvaises installations, des chiens en mauvais état aussi, parce qu'ils font portée sur portée. Mais comme les gens, en fait, ça leur rapporte de l'argent, ces portées, pourquoi arrêter? Donc c'est un peu un cercle vicieux où... plus t'as de chiens, plus ça coûte cher. Donc plus t'en fais, plus t'en fais. Et oui, après tu t'en sors pas, quoi. C'est ça. C'est pour ça que ça, je pense que c'est important de le noter, c'est que quand les gens veulent un chiot, renseignez-vous au maximum. N'hésitez pas à demander à voir les parents, n'hésitez pas, allez visiter voir l'élevage. Les installations, etc. C'est ça. L'éleveur, s'il a rien à se reprocher, il vous montre. Et qu'est-ce qui fait que là, tu as 40 chiens? Pourquoi pas 50? Pourquoi pas 100? Pourquoi pas 10? Pourquoi pas 1000 pour que tu y aies? Non, mais
Tu sais, je vois des fois des élevages, ils ont des centaines de chiens. Ah oui, non, voilà. Tu vois? Ouais, Alors, ça ferait beaucoup. Bah, je trouve, Alors moi, déjà, pourquoi j'en ai personnellement, pas mais 100? ouais, C'est parce que alors, mes installations sont limitées à 49. Donc il y a OK. des règles, donc ça on pourra les voir peut-être une autre fois dans Ouais, un autre oui, oui. podcast, mais en tout cas il y a des règles, donc il y a des paliers. Et au-dessus de 49 chiens, on doit faire encore une autre demande en préfecture. Moi, mes D'accord. installations sont déjà des installations classées en préfecture, donc tout le bâtiment a été accepté par le maire, par la Mmh. préfecture, et a été visité pour voir que c'était aux normes. Et en fait, au-dessus de ça, il faut faire d'autres demandes. Donc moi, c'est OK. limité à 49. Alors pourquoi j'en ai pas 49? Bon, ça, je peux pas te dire Oui, ça se vraiment. trouve, un jour, t'en Oui, auras voilà. 49, oui, oui. Mais après, il faut aussi le temps. Mais est-ce que tu te verrais avoir un élevage de 100 chiens, par exemple? Non, non, non. Parce que déjà, là, il faut savoir que donc, mes chiens, bon, toi, tu connais, mais pour ceux qui ne sont jamais venus, donc, ils sont en chenil qui doivent faire entre 15 et 20 mètres carrés. Et ils sortent tous les jours, 2 fois par jour. C'est-à-dire qu'ils ne Ça, font c'est pas courant. Bah, oui, ça, je pense que ça dépend des élevages, mais moi j'ai une race qui est très propre. Ils ne Mmh. font pas caca et pipi dans leur chenil. Donc Ouais, t'es même obligé s'il y de a, les sortir. s'il y a une partie extérieure, ils ne font pas dedans. Même si je pars toute la journée, ils ne font pas dedans. Et du coup, ouais, je suis obligée de les sortir. Alors, c'est très bien parce que ça me permet aussi d'avoir des interactions avec eux, Ouais. de les promener, de voir des interactions avec les autres chiens et tout. Mais c'est Et puis au énorme. niveau bien-être aussi pour Oui, eux. pour eux, c'est de la stimulation. Donc, ils sont Exactement. moi, ils sont par chenil. Ils sont soit un, pour ceux qui n'aiment pas trop vivre avec. C'est comme nous, hein. Il y en a, ils Oui, préfèrent du solo, ok. carrément. Mais par contre, ils sortent à plusieurs à chaque fois. Donc, ça peut être un groupe de 10, un groupe de 15, T'en etc. as des fois des groupes de 15, des Oui. groupes de 10. C'est ça. Donc, en fonction des affinités de chacun, tout comme en chenil, c'est en fonction des affinités. Mais tout ça, ça demande énormément de temps. Moi, le matin, c'est simple. C'est ça, genre ta journée type. C'est du 7 sur 7, donc ça c'est important de le C'est noter, important de le c'est dire. qu'il n'y a pas de jour de repos, il n'y a pas C'est de important. vacances. Il faut savoir que si je veux prendre des vacances dans l'élevage, il faut que je paye quelqu'un. Il faut savoir que c'est très cher, on est à plus de 100 € la journée. Donc, ouais. et il faut que je paye quelqu'un qui vient s'occuper de mes chiens, donc en qui j'aurai assez confiance. Et puis ça te fait un budget vacances, parce Bah oui. qu'il faut payer l'avion, il faut payer l'hôtel, Et mais il faut aussi payer payer la la garde. personne qui... Bah C'est oui. ça, et qu'elle ne fasse pas de bêtises. Ouais. Parce que, bref, c'est très cher. Ouais. Donc, c'est du 7 sur 7. Et moi, une journée type, ça va être... après, j'ai pas de réveil le matin, hein, parce que bon, je me réveille automatiquement à peu près tous les jours entre, Oui, à peu près les mêmes heures. entre 7h30, 8h, voilà. Je commence par sortir, donc j'ai des chiens qui vivent chez moi, dans ma maison. Donc j'ai mes 4 chiens de compagnie, De on peut maison. dire. Ouais. J'ai mes 3 retraités donc, qui sont stérilisés, plus une plus jeune qui vit tout le temps à la maison. Donc je vais d'abord commencer à les sortir, elles. Puis après, je vais sortir toutes les mamans qui ont des bébés parce qu'elles sont dans ma maison aussi. Ok, Donc elles ouais. mettent bas dans ma maison. Les chiots grandissent jusqu'à 1 mois à peu près dans la maison. Ok. Je vais passer, donc je vais sortir elles. Donc ça jusqu'à 9h, 9h30. Puis à 9h30, je vais sortir donc, mes autres chiens. Donc tous les chiens qui vivent à l'extérieur, enfin qui ont un extérieur-intérieur. Et tout cela, donc là il est 9h30, je finis à peu près entre midi et midi et demi. Ok, donc déjà ta matinée, elle est... Ouais, ma matinée, elle est finie. Ok. En général, bon, après, je mange, hein, si j'ai faim, je vais faire mes petites courses, mes trucs, parce que c'est du 7 sur 7, donc j'ai pas de jour de repos. En fait, il n'y a pas un jour où tu peux te dire, bah non, tiens, ce matin, j'y vais pas. Non, si par exemple, demain, je vais aller chez le coiffeur, ça va être forcément l'après-midi. De telle heure à telle heure, quoi. C'est ça, j'ai pas, je peux pas trop... Enfin, j'ai des horaires, quoi, quand même, à respecter un minimum. Donc ça, c'est pour ça que ça, c'est le côté un peu chiant de l'élevage, Ouais, du 7 sur 7. Ouais. Et après, le soir, donc ça recommence à peu près de 17h. Donc la journée, je peux sortir les mamans qui sont chez moi ou mes chiens, ça c'est autre chose. Mais tous les chiens qui vivent à l'extérieur, donc de 17h à 20h, voire des fois 21h l'été parce qu'il fait beau le soir, donc on peut rester plus longtemps pour les sortir et tout. On va dire que vous comptez 3 heures le matin, 3 heures l'après-midi. Et ça, c'est quand j'ai pas beaucoup de chiots. Parce que quand j'ai des chiots qui sont jeunes, toi tu le sais, à partir de 6-7 semaines, c'est des chiots qui ont besoin de sortir. Ouais, qui ont de l'énergie. Hein. Ouais, donc ceux-là, en plus, on les ressort l'après-midi. Donc entre 13h et 17h, je peux les mettre dehors, passer du temps avec et tout. Donc c'est vraiment, on va dire que... Et ça, c'est sans parler de tout l'aspect humain. Ah oui, là, je parle que là, c'est que de ma vie. Tu t'occupes des chiens. Non, mais de là, ma tu vie t'occupes et que des tes chiens. C'est ça. On va dire que ma journée se termine vers entre 8h et 9h. Et là, je retrouve, moi, ce que je veux faire, si je veux regarder la télé, faire mes papiers, faire mes trucs, en fait, ça s'arrête là. Et effectivement, comme tu viens de le dire, après, j'ai toute la partie humain à gérer, donc on va dire clients, en tout cas les propriétaires, les humains de mes petits chiots, les futurs humains ou les humains qui ont déjà, c'est ça, qui vont m'envoyer des messages, m'appeler parce qu'ils ont besoin de conseils, etc. Ce que j'appelle le service après-vente un peu. Oui, c'est ça. C'est ce qu'on appelle un peu entre nous. Tu vends un chiot.
c'est pas, en tout cas pour nous, Oui. c'est pas tu veux un chiot et ciao, Non. à jamais. Non, puis et puis voilà. le premier mois, on sait très bien, c'est là où il y a toutes les questions. Exactement. Des fois, on répond à 23h, on a eu un petit message, ils se sont Mhm. inquiétés, le chien a vomi. Bon, on les rassure pour pas qu'il parte chez le vétérinaire, mais tout ça, voilà. En fait, C'est du temps encore. je vais dire que quand on est éleveur, je pense que toi, vu que tu vis aussi ce côté élevage, ta tête, elle est jamais ailleurs. En fait. Jamais. Moi, elle est toujours à l'élevage. C'est difficile de décrocher, en fait. Très et ça, difficile. c'est un peu... quand tu as une vie de couple ou une vie de famille, c'est un peu difficile parce que tu es toujours la tête dans ça, en fait. En fait, comme c'est du vivant, ça s'éteint pas le soir. C'est ça. Ça se met pas sur pause quand tu pars en vacances. T'as toujours une maman à sortir à 23h. Exactement. Et puis alors, on connaît. Après la mise bas, il y en a qui sont un peu dérangées, elles ont mangé les placentas. Oui. Faut les sortir toutes les 2 heures parce qu'elles ont la diarrhée. Même la nuit, ouais. Même la nuit. T'as, en tout cas pour moi qui fais les chiots à la maison, ils commencent à être propres. Alors c'est cool, ils sont propres. Mais quand tu vas sortir... Il y en a une qui joue avec son sabot. Ouais, on a un petit sabot. Quand il y a un chiot qui veut sortir à 3h du matin, tu sors à 3h du matin. Puis après, il y a... Et en fait, tes nuits, tu dors pas très bien quand t'es éleveur, ça aussi, clairement. Oui, on en a parlé il y a pas très longtemps. Parce que je disais à Audrey, souvent, t'es connectée la nuit et tout. Oui, je crois qu'on se parle des fois, il est 3h du mat. Voilà. Parce que t'as une mise bas, parce que en fait t'as pas d'horaire quoi, c'est pas tu fais pas 9h 18h 35h terminé. C'est un peu du non-stop. Quand la chienne elle veut mettre bas à 4h du matin, tu vas pas dire ah non, je suis fatiguée, attends dans 2 heures. Non, c'est ça. Et après tu as tout le côté visite de l'élevage, en amont. Ils viennent voir leurs chiots, etc. Enfin tout ça, ça te prend un temps fou. Et moi, comme toi, on le case quand on a le temps libre. C'est-à-dire que moi, ça va être entre 13h et 17h à peu près. Et les gens, des fois, qui restent un peu plus tard, qui peuvent venir que, je sais pas, à 17h, ça me décale toutes mes sorties. Mes sorties, au final, elles vont se finir à 22h30, etc. Ouais. Mais toi, après, tu renchaînes encore le lendemain matin. C'est ça. Et pour peu que tu aies une mise bas dans la nuit, mais ça, les gens ne savent pas forcément. Puis j'ai les rendez-vous veto. Oui. Le vétérinaire, il doit me voir toutes les semaines. Pourtant, mes chiens ne sont pas malades. Mais je veux dire, il te connaît bien. Oui, j'ai plein de choses à faire, quoi. C'est ça. Et puis, tu as les dépistages de santé. Oui. Tu as aussi le fait que tu importes des chiens. Donc, il faut aller les chercher à l'aéroport. Faut aller... Enfin, tu vois, il y a quand même... Clairement, ta vie, elle est remplie. Je pense que ce qui est important de préciser, en tout cas, moi, c'était ça un peu que je voulais faire dans le podcast, c'est... il y avait eu le côté un peu sur l'éducateur canin qui emmène son chien partout, t'es tout le temps avec lui, sans laisse, c'est génial et tout. Non, tu vas avoir des chiens à problème, probablement que tu prendras jamais ton chien. Et quand on voit éleveur, on se dit, forcément, t'es là avec des petits chiots que tu socialises et puis c'est très beau chez toi. Dans les faits, tu ramasses quand même les cacas, tu sors les placentas que tu coupes avec les doigts. Non, mais c'est important de dire que quand tu veux être éleveur, faut pas être chochotte, ok. Faut pas avoir envie d'avoir son temps libre, parce que finalement, ton temps libre, tu l'as quand les chiens n'en ont plus besoin. Oui. Et c'est ça que je trouve un peu difficile dans l'élevage, c'est ce côté disponibilité. Tu as la disponibilité et tu as aussi, on n'en a pas du tout parlé, mais parce que j'y pense là aussi, tu as tout ce qui est, comment dire, le départ de tes chiens, qu'on n'a pas discuté, le nombre de chiots qui sont décédés. Complètement. J'ai dû faire euthanasier. Complètement. C'est tout ce côté-là, c'est hyper dur. Le côté un peu sombre de tout ce qui se passe. On n'en a pas du tout discuté parce qu'on parle effectivement que du côté cool entre guillemets. Mais tout ça, c'est hyper compliqué. Moi, je sais que j'ai des chiennes qui vivent chez moi tout le temps et tout, mais je peux pas vivre avec 40 chiens à la maison. Donc, quand mes chiens, je veux les placer à la retraite. Alors, je dis retraite, mais ça peut être à 3-4 ans. Là, il y a une chienne que je vais placer à la retraite. Toi, tu places assez tôt quand même. Oui, il y en a une là que je vais placer, elle a 4 ans. Une autre que je vais placer qui a 3 ans. Parce qu'il y a, alors je précise juste pour tous ceux qui nous écoutent, il y a eu un petit débat, je ne sais pas si tu te souviens, il y a quelques années. Il y a toujours encore, sur le côté, est-ce que tu places tes chiens à la retraite ou pas? Parce que tu te dis, tu prends un chien, donc mettons Akiko, ok, je prends Akiko, je la fais reproduire et tout, et une fois qu'elle ne peut plus reproduire, je la place, et j'en reprends une qui peut reproduire. Du coup, on se dit, attends, en gros, tu prends un chien, tu l'utilises, après tu la jettes. Là où je voudrais nuancer, c'est que déjà, il y a les chiens que tu as chez toi, comme par exemple, tu as parlé de retraités tout à l'heure. On a 3 à la maison qui sont retraités. C'est tes chiens à toi avec qui tu vis au quotidien dans ton salon. Et il y a des chiens, donc tu as dit tout à l'heure, de dehors, donc qui vivent en chenil. Est-ce que c'est bien de les faire vivre jusqu'à la fin de leur vie alors, un âge classique de départ à la retraite, alors ça varie vachement en fonction de chaque chien, mais mettons, je sais pas, j'ai n'importe quoi, 8 ans. Allez, c'est déjà tard, tu vois. 8 ans, mais il lui reste encore au moins 8 ans à vivre. Est-ce que tu as envie qu'ils vivent encore 8 ans
dans un chenil alors qu'il pourrait être sur un canapé de quelqu'un d'autre. Alors après, t'as les gens qui disent, bah dans ce cas-là, n'en prends pas du tout. Parce que finalement, tu l'utilises, voilà, et mets-les tous chez toi. Sauf que, et ça on le sait parce qu'on est dans le milieu, les chiens qui vivent tout le temps en maison, faut se méfier un peu des fois de ce qu'on voit. C'est pas forcément toujours rose. Les gens qui ont des fois, 9, 10 chiens à la maison qui font des portées, c'est pas forcément bien non plus pour les chiens en question. Et à un moment donné, ceux qui nous écoutent, ils ont des chiens et faut bien qu'ils les prennent quelque part. Donc il y a toujours un peu ce côté, tu sais... moi, je trouverais ça égoïste, clairement, de les garder à la retraite si je ne peux pas leur fournir la vie de canapé. Ça, c'est vraiment mon avis. Après, toi, tu vois, mes chiens, si jamais j'ouvre ma maison et j'ouvre le chenil, les chiens qui ont l'habitude de vivre en chenil, ils rentrent même pas chez moi, en fait. Ils vont se coucher dans leur petit panier au chenil, mais parce qu'ils ont cette habitude, et ça les rend pas malheureux pour autant, parce qu'ils ont cette habitude. Mais je pense que leur vie peut quand même être plus stimulante dans une famille. Je dis pas du coup qu'ils sont malheureux chez moi, mais je pense qu'ils peuvent avoir une vie un peu plus stimulante ailleurs, si jamais, du coup, je les place en retraite. C'est pour ça que je fais ce choix-là. Et qu'on est en plus sur une race, donc le Shiba en l'occurrence, qui est une race qui tolère pas super bien ses congénères. Oui. Ça veut pas dire qu'il est agressif, mais c'est une race qui aime bien quand même avoir son espace et tout. Oui. Et je pourrais pas me permettre d'avoir 5, 6, 7 chiens chez moi parce que ça rendrait les chiens malheureux d'avoir autant de chiens dans un proximité. Ouais. C'est ça. Donc je dis pas, il y a peut-être des éleveurs qui ont des races qui adorent être en groupe et tout, et pour qui garder les retraités, bah ça dérange pas les chiens. Moi je sais que ça les rendrait pas heureux en fait. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que c'est pour ça que je préfère les replacer en famille. Alors, par exemple, moi je les place gratuitement, stérilisés, et à des âges assez jeunes. Hein. C'est assez rare que je place mes chiens après 5-6 ans déjà. Oui. Et j'ai beaucoup de familles qui ont de la demande sur ça. C'est-à-dire qu'ils me demandent, ils ont déjà acheté un chiot chez moi par exemple, et ils me demandent si c'est possible d'avoir la maman ou un retraité qu'ils ont adoré, enfin un chien du coup qu'ils ont adoré. Et mes chiens, après, j'ai des super nouvelles, ils les emmènent en vacances et tout. Enfin, je suis super contente. Je sais que ça fait vraiment débat. Tu sais que tu leur as donné une bonne vie, quoi. Ouais, et en plus, ils s'adaptent super bien. Alors, sûrement parce que c'est des chiens que j'ai bien socialisés, qui sont quand même sortis, qui ont été habitués à la laisse. Un casting un peu. Oui, après, on choisit une famille qui est adaptée. Une famille qui est adaptée à la vie du chien et tout. Mais j'ai des chiens avec l'âge, ils en ont marre d'être avec d'autres chiens. En fait, ils veulent juste une vie tranquille. Oui, c'est ça, ils veulent juste se reposer et être tranquille. Il y a Aimé qui est en train de se faire gratouiller là. J'ai un chien qui me demande des câlins. Et je pense que ça va être à peu près la fin. Je sais pas combien de temps on a parlé. C'est par rapport, justement, tu disais, le Shiba, surtout à l'époque, on avait quand même un peu cette a priori, qu'on a toujours d'ailleurs, mais que mâles et femelles ensemble. Puis là, tu dis que tu sors 15 chiens ensemble. Oui. Moi, forcément, le côté éducation, c'est ce qui m'a le plus passionnée, donc je suis vachement portée sur le bien-être. Moi, je sais que je peux pas avoir de chenilles et de faire un élevage comme tu fais, parce que moi, je suis comme ça. Pour autant, et c'est ce que je dis à tout le monde, quand je te confie mes chiennes, je suis tranquille. Je sais qu'elles vont sortir et je sais qu'elles seront bien traitées. En plus, tu connais quand même très bien le côté psychologie, comportement, etc. Mais tu arrives quand même à avoir des groupes de 15 Shiba ensemble. C'est beaucoup de travail. Je sais que pour ceux qui sont dans le monde du Shiba, il y en a qui me demandent même comment je fais. Bah voilà, c'est ça. J'ai la plupart de mes mâles qui peuvent s'entendre. Alors, quand je dis qu'ils s'entendent, ils se tolèrent. Attention. C'est-à-dire que ça, c'est important de le noter. Exactement. C'est que je ne pourrais pas forcément avoir ces 15... Je crois que j'ai un groupe qui fait 20 chiens. Exactement. Tu vois. Je ne pourrais pas avoir ce groupe de 20 chiens H24 dans ma maison. Parce qu'à un moment, ils en auraient marre, en fait, d'être dans un petit endroit. Là, mon jardin, il est grand. Mon jardin est grand, mais le parc où je les sors fait 3500 mètres carrés. Donc, ils ont quand même 3500 mètres carrés à 15-20. Ouais. Ils ont la place. Et puis, moi, ils sont éduqués depuis bébé pour se tolérer. Alors, quand je dis éduqués, je les gronde pas pour pas qu'ils... Enfin, s'ils disent quelque chose et tout. Mais ils ont appris, en fait, avec des chiens bien codés. Moi, je les laisse communiquer. Des fois, j'ai 2 chiens qui se grognent dessus. Bah, pourquoi pas, quoi. Des fois, je les aide quand même. C'est-à-dire que j'en ai 2 qui sont un peu tendus. Tu vas débloquer la situation. Ouais, je vais en appeler un des 2. Je vais dire, oh, c'est bon, là, laisse-le, reviens ici et tout. Et en fait, ils connaissent tous leurs prénoms. Alors, ça paraît bête de dire ça. En élevage, c'est pas si évident. Non, mais c'est surtout que j'ai des gens qui disent, ils connaissent leurs prénoms. Ou alors, vous les reconnaissez tous. Ah oui, alors ça. Mais bien sûr. Ça, c'est très, très drôle. Je suis quand même 6 à 7 heures avec eux par jour. C'est énorme. Donc, les gens vont aussi nous dire, ils vivent en chenil, les pauvres. Mais je suis quand même 6 à 7 heures avec eux par jour. Bah, tu te rappelles alors que vous êtes 8 heures ou 10 heures au travail. Voilà. Et que souvent le chien... Tu te rappelles pas qu'on avait eu cette discussion une fois où je disais, après les gens, regarde, ils ont 7-8 heures, des fois 10 heures d'absence tous les jours. Et puis ils acceptent pas le chien dans la chambre ou à l'étage. Et eux, ils montent. T'as vu ton chien 2 heures ? Oui, c'est ça. Tu vois ?
Et lui, par contre, n'a même pas vu d'autres chiens, n'a pas vu d'autres choses, n'a pas joué. Quand on regarde tes stories, vous pouvez regarder, pas juste Sakura Kensha, Audrey Sakura Kensha, vous pourrez voir hein, ses stories. En fait, ils font plein de trucs pendant les balades, pendant les sorties. Je veux dire, ils rongent des os, ils jouent avec des jouets, enfin, c'est stimulant, ça quoi. Ça me permet aussi de vraiment connaître leur caractère. Alors c'est drôle parce que vu que j'en ai plein, ils ont chacun leur caractère et tout, et ils ont surtout chacun leur meilleur pote, leur affinité. Enfin, c'est hyper intéressant leur caractère et tout. Je les connais vraiment par cœur et c'est ça qui me permet aussi d'introduire facilement parce que j'ai beaucoup d'imports. C'est ce que j'allais dire parce que là, tu as dit tout à l'heure, ils sont éduqués comme ça. Ouais. Mais des fois, t'intègres des chiens qui viennent du Japon et qui ont un an, tu sais pas ce qu'ils ont vécu, ou tu le sais et c'est pas top. Je suis pas stressée de base, donc je pense que ça aide beaucoup. C'est-à-dire que pour les rencontres, quand j'intègre un chien adulte, je sais très bien ils peuvent s'attaquer, on sait jamais. Alors moi, je connais mes chiens, je sais qu'ils vont pas attaquer. Tu sais avec qui déjà tu vas commencer à mettre. C'est ça, et du coup, ça c'est important, c'est que je connais bien mes chiens, je suis pas stressée, et c'est pour ça, je pense aussi que j'arrive à intégrer beaucoup de chiens. La plupart des chiens que j'achète adultes, en fait, arrivent à s'intégrer dans le groupe, mais parce que mon groupe de chiens voit tellement de chiens différents. Pour eux, c'est pas un événement. Non, ils vont même pas voir le chien. Si le chien grogne un peu, ils se disent bon, bah, il a pas l'air commode, il part. Donc en fait, j'ai des chiens qui communiquent vraiment bien et ça me permet aussi du coup de les placer facilement en famille par la suite parce que c'est des chiens très faciles qui communiquent bien, etc. Qui ont été quand même bien socialisés, quoi. Ouais. Mais bon, tout ça, c'est vraiment un travail énorme. C'est ce que j'allais dire, parce que si tu mets, je sais pas, j'ai n'importe quoi, 2 chiens, un mâle et une femelle par chenil, qui font leurs besoins dans le chenil, que tous les jours tu vas ramasser, tu peux pas vraiment les connaître. Parce que finalement, on connaît un chien en fonction de ce qu'il fait. C'est-à-dire, je sais pas, j'ai n'importe quoi. T'en as un, tu sais qu'il est plus tendu sur les ressources. Tu sais que t'en as un qui est un peu chiant quand il se fait bousculer. Tu sais que y a le fils et sa maman qui sont tout le temps ensemble. Enfin, je veux dire, ça, c'est parce que tu passes du temps, en fait, avec eux. Je pense que c'est important, quand t'es éleveur, en fait, d'avoir assez de temps pour tes chiens. C'est pour ça que maintenant, je ne travaille plus à côté, donc je vis que de l'élevage, mais je pourrais pas, avec mon nombre de chiens, travailler à côté. C'est pas possible. En fait, je les délaisserais. Ouais, t'aurais pas assez de temps à leur consacrer. C'est pour ça que je pense que pour tous les gens qui écoutent du coup ton podcast et qui veulent devenir éleveurs, il faut réfléchir en fait aussi aux concessions que vous pourrez faire. Ça, c'est important. C'est ça que j'allais te demander. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil et surtout, quelles sont un peu pour toi les qualités que tu, par exemple, que tu pourrais conseiller? Surtout il ne faut pas être stressé. Je pense que ça, c'est le premier point. Quand on est éleveur, il ne faut pas être stressé parce que le stress va amener des difficultés dans plein de choses, que ce soit la reproduction, la mise bas, enfin... Oui, parce qu'on n'en a pas parlé, c'est un vrai sujet, ça, la mise bas. Hein. Oui, c'est ça, surtout les premières. Enfin, moi, il faut savoir que j'ai pas de diplôme, j'ai pas eu de diplôme, en tout cas, pour être éleveur. J'ai vraiment tout appris par expérience, petit à petit. Si on remonte 12 ans avant, clairement... j'étais pas aussi calée dans ce que je fais. Maintenant, une mise bas, je veux dire, je peux regarder mon épisode Netflix en même temps, je suis pas stressée. Tu connais les signes qui peuvent être compliqués, J'attends, j'ai déjà eu 6 heures entre 2 chiots sans être stressée et ça se passe très très bien. Après, dès le départ, t'étais pas stressée. Hein. Non, de base, je suis quelqu'un qui est pas du tout stressé, donc ça aide beaucoup. Mais je veux dire, voilà, petit à petit, je me suis vraiment... j'ai appris plein de choses et je pense que si les personnes veulent devenir éleveurs, il faut commencer déjà par voir ça plaît. Donc, juste avec une portée déjà. Ne pas hésiter à avoir quelqu'un qui peut nous aider. Un éleveur pas stressé. Quand même. Ouais. parce que il y a quand même des éleveurs très stressés qui ont toujours des problèmes, bizarrement, du coup. Et puis, ça va se transmettre sur celui qui va se calquer un peu sur ça. C'est ça. Donc, essayer d'avoir quelqu'un pas stressé pour nous aider, pour nous épauler au début. Et puis, commencer vraiment petit à petit. Ne pas se dire, oh, je vais me lancer, je vais élever, je sais pas, telle race, et puis je vais en prendre 15. Comme ça, je sais que je peux gagner ma vie avec 15. Mais en fait, on sait même pas si ça va vous plaire. Vous ne connaissez pas encore la race, vous ne connaissez pas encore bien les... C'est ça, le métier et tout. Et puis même les lignées des chiens. Bien se renseigner et le faire progressivement, quitte à continuer à travailler au début pour apporter tout ce qu'il faut à votre chien, à votre élevage. Et puis petit à petit, si ça vous plaît réellement, augmenter le nombre de chiens. Mais pensez aussi à tout ce côté-là où si vous augmentez le nombre de chiens, potentiellement, il faudra en replacer par la suite aussi. Est-ce que vous serez prêt à faire ça? Ou est-ce que ça sera la fin de l'élevage quand ils seront tous vieux? Oui, parce que c'est ça, en fait. Toi, tu le vois bien. Bah oui, clairement, au bout d'un moment, moi, je fonctionne avec des contrats d'élevage et donc c'est des chiens qui reviennent et qui sont jeunes. Mais si jamais je devais garder tous les chiens et les stériliser par la suite, après... c'est fini en fait. Ou alors ça veut dire quoi? Je vais les faire reproduire jusqu'à 10 ans. Ouais, c'est ça. Tu vois, il y a aussi ce côté-là. Kiko, je l'ai stérilisée, elle avait 6 ans, elle a fait 3 portées. Après, c'est un choix aussi. Je pense que faut se poser la question de se dire qu'il faut prendre son temps.
On se pose la question de si c'est un travail qui te plaît, être bien entouré, moi je trouve que c'est vraiment Oui, important quand même. parce qu'on est très seul dans le monde de Ouais, l'élevage. je trouve. Alors, on a de la chance, c'est que dans notre race, en tout cas dans le Shiba, depuis, après, moi en tout cas, je suis très présente dans l'élevage de Oui, Shiba. Je ouais. suis beaucoup dans l'entraide, donc dès qu'il y a des nouveaux éleveurs, s'ils viennent me Toi, voir, tu réponds à tout le oui, monde, voilà, tu donnes beaucoup je de vais être vite dans le conseils. partage, mais c'est ce que j'ai pas eu au début en fait. Quand Oui. je me suis lancée moi, les éleveurs, clairement, je dirais pas qu'ils m'ont tourné le dos parce que je peux pas dire ça, mais ils se sont dit mais Ils qu'est-ce t'ont qu'elle pas vient ouvert. Ouais, j'avais 23 ans quand j'ai commencé. Ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'elle vient faire là, la petite C'est vrai jeune, qu'on là, elle était va nous faire jeunes, hein. chier. Ouais, Ouais. clairement, c'était ça. Ouais. Genre, elle croit quoi? Elle va révolutionner le monde ou quoi? J'ai l'impression aussi qu'il y avait ce côté où elle tiendra pas. Enfin, Ouais, tu sais, il peut-être. y a peut-être aussi ce côté-là où tu vois plein de gens quand même se lancer, puis en fait, Mm. ils Mais perdurent c'est pas, dommage quoi. parce que maintenant, on est vachement soudés. En tout cas, on a vraiment un grand groupe d'éleveurs. Ouais, on est beaucoup dans le monde du Shiba à être soudés, à s'aider et tout. Et ça aide beaucoup parce que ce qu'il faut penser aussi quand on est éleveur, et comme moi, avec quand même pas mal de chiens, c'est qu'il faut le terrain, faut la maison. Et clairement, c'est pas proche d'une grande ville. Oui, c'est sûr. Donc, je suis isolée. Tu peux pas faire ça en plein Paris. Bah non, là, si je veux aller voir ma sœur ou ma mère, bref, ma famille, je mets 2 heures, 2 heures et demie, 3 heures. Ouais. Et j'ai d'autres copines en élevage qui sont encore plus loin parce qu'elles n'ont pas trouvé plus proche et tout. Mm. C'est-à-dire que moi, les fêtes, on va bientôt arriver aux fêtes, là. Ouais, complètement. En fait, c'est soit ma famille vient, soit je les passe toute seule. Donc, Bah oui. Parce que toi, tu peux pas laisser tes chiens 4 jours tout seuls, quoi, en fait. Déjà, non, juste 24 heures tout seul, je peux pas. C'est ça. Et en plus, sur les fêtes et tout, on sait pas, les cambriolages, les vols et tout. Enfin, bien sûr. Ça reste de l'argent, les chiens, pour les gens. voleurs, complètement. Et c'est donc, pour ça que souvent, tu sais, on conseille de pas donner ton adresse dans les déclarations d'entreprise, etc. Parce que les gens se disent, attends, là, c'est un élevage, donc des chiots, donc de l'argent à voler. C'est ça. Donc, en fait, je noterais aussi qu'il faut accepter d'être potentiellement isolé, de vivre isolé. Il faut avoir un conjoint, une conjointe qui accepte aussi cette passion, ou qui la vit avec vous, mais qui l'accepte. C'est quand même une concession, quand même. Ah bah oui, parce que tu vis chien, en fait. Tu manges chien, tu manges tes poils de chien. Oui, ça c'est sûr. C'est sûr qu'il y en a. Ça c'est sûr. Le ménage, tu vis chien. Non-stop. Tu peux pas être maniaque, c'est hyper compliqué et tout. Enfin voilà, faut accepter que tu sois comme ça, faut accepter ton métier, faut accepter d'être isolé. Et c'est un métier très prenant quand même. Enfin, c'est un métier vie un peu, je sais pas comment dire ça. Mais il faut être entouré. Franchement, être entouré. Moi, j'ai plein de copines éleveuses, du coup, on se partage la même chose au quotidien. Des fois, ce qui se passe et mal même s'ils aussi. sont pas proches géographiquement. Ah oui, d'être vraiment de savoir que d'autres personnes réseau, vivent la même chose aussi, c'est important, et puis pouvoir partager ça, quoi. Exactement. Donc, ça, je pense, c'est très important. Parce que y a les décès aussi. Des chiots, des naissances qui se passent mal. Voilà, c'est pas toujours rose en fait. Il se passe aussi des choses. On pourra en reparler, je pense, sur le côté un peu plus peut-être pratique sur comment ça se passe, sur les mises bas. Peut-être les chiots, tu vois, la dernière fois j'en avais eu un qui était né à 50 grammes. Enfin, bon, il n'était pas viable, clairement. Tout ça, faut encaisser aussi. C'est pas forcément facile. Je pense qu'on a quand même eu de la chance, toi et moi. Quand même un peu dans nos débuts en tout cas. Oui. Il y en a qui commencent et dès le départ c'est super compliqué. Ah oui. Donc voilà, quand je dis un métier vie, c'est vraiment dans le sens où c'est un métier qui est dévorant. Ah oui. C'est pas un métier où tu rentres chez toi et tu le laisses au travail. C'est un métier qui est chez toi. Oui, c'est ça. Je pense que tu y consacres ta vie et ton énergie. Ouais. Et du coup, si ça se passe mal, tu consacres aussi ta santé, je pense. Ouais. Enfin, on voit, il y a des éleveurs qui, quand même, le vivent très, très mal. Et je pense qu'à ce moment-là, il faut arrêter aussi. Enfin, il faut savoir dire stop, mais c'est très compliqué. C'est compliqué, surtout quand tu as plein de chiens. Bah oui, qu'est-ce que tu fais ? De les placer, ça veut dire qu'est-ce que tu fais. Ça, donc, faut faire autre chose, c'est pas évident. C'est ça. Je pense que quand c'est plus ta passion, quand tu l'as subi, il faut arrêter. Et c'est ça qui est assez compliqué dans l'élevage. C'est que quand tu l'as subi, malheureusement, tu en as beaucoup qui continuent. Puisqu'ils savent. Ils vont te dire qu'ils ne savent faire que ça, mais en fait, tu prends plus aucun plaisir. Et c'est là où il y a les dérives aussi un petit peu. Aussi, qui surviennent. Donc, moi, j'adore mon métier, donc je vais bien sûr encourager les gens et tout. Bien sûr, mais je pense aussi que ton social, il a changé. C'est-à-dire que, tu vois, combien de fois, je sais pas, j'ai eu un anniversaire, tu m'as dit, oui, je viens. Puis, non, désolé, j'ai une mise bas, je peux pas venir. Clairement. Quand tu es avec des gens qui ne font pas ce métier, je pense qu'ils ont plus de mal à comprendre. Tu sais, le fait de, attends, elle vient jamais, etc. Tu vois, c'est quand même un... Et puis, tu sais, c'est toute une organisation. La dernière fois, je sais plus, on devait aller à Paris un soir pour, je crois que c'était pour un match et tout, un truc comme ça. On avait rendez-vous, je sais plus à quelle heure là-bas, genre 8h. Donc, nous, on a 2 heures de route. Donc, il fallait qu'on parte aller vers 6h et tout.
bah, il faut que j'ai sorti tous les chiens avant. Bah oui, c'est ça. Donc ça fait que, en fait, tout l'après-midi, j'ai passé à sortir les chiens, puis après, vite fait, on se prépare, on court là-bas. Enfin, en fait, j'arrive là-bas, et puis quand je rentre, j'ai mes chiens de maison à ressortir, les mamans à ressortir et tout. En fait, tu rentres, plein de fois, on est rentré de dîner avec des amis ou des choses comme ça, il était 2h du matin, en fait, on va se coucher les 4h. Bah c'est ça, et après tu te relèves le lendemain matin. Et oui, et puis moi, en plus, j'ai pas besoin de réveil, je peux me mettre coucher à 4h, 7h30, je suis debout. T'es debout, ouais. Donc, et puis tu repars pour ça, quoi. Ouais, c'est ça, je pense que c'est important aussi de le dire, que c'est prenant dans le sens où c'est pas un métier qu'on fait... Alors à côté, oui, parce qu'on peut avoir un deuxième métier, mais c'est un métier qui prend ta vie, en fait. Ah oui. C'est un métier qui... En fait, tu agences ta vie en fonction, exactement. Ce qui est moins le cas dans l'éducation. Parce que, mine de rien, l'éducation, tu vas chez des gens, et puis, une fois que tu rentres chez toi, quand même, tu rentres chez toi. Tu as ton planning, c'est-à-dire que si tu veux prendre une semaine, bon, après, tu n'es pas payé, donc il faut aussi que ça... Mais je veux dire, si tu poses ta semaine et que tu ne prends pas de rendez-vous, moi, je ne peux pas leur dire, ouvrez vos chenilles, sortez, c'est ça. Je vous donne des clés, je pars en vacances. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est tout un truc, en fait. C'est pas rien. Et moi qui fais un peu des deux, alors je suis pas éleveuse à grande échelle comme toi, j'ai pas beaucoup de chiens, mais je vois bien quand même la différence entre... parce que on n'en parle pas, mais tu sais, le côté service après-vente des gens qui t'appellent, des fois à 2h du matin, en disant j'ai perdu mon chien. Parce que oui, quand même, on est là aussi pour les chiots de chez nous. Tiens, un tel qui a vomi, un tel... Et puis, tu as plusieurs portées. Donc, tu as plusieurs personnes qui vont te dire ça. Et puis, tu as le risque des puppy blues, tu as le risque de... du coup, des retours, on en voit un peu, parce que le métier a un peu changé. Je pense qu'on va s'arrêter là, parce que je sais pas combien de temps ça fait, mais ça fait un petit moment. Ouais, donc je pense qu'on pourra en reparler, je pense aussi des métiers qui changent, parce que je pense que le métier d'éleveur, c'est le métier global, mais quand même, en fonction de chaque race, je trouve qu'il y a quand même des petites différences. Oui. Nous, on commence à voir que ça change vers les races plus classiques, et qu'on a moins ce côté privilégié qu'on avait à l'époque du Shiba. Le Shiba était à la mode, il y avait peu d'éleveurs, donc on les vendait très bien. Ouais. Maintenant, le Shiba est toujours à la mode, mais beaucoup d'éleveurs se sont lancés dans le Shiba que pour l'argent. La mode. Et la mode, du coup, pour l'argent. Et c'est beaucoup plus difficile maintenant pour les éleveurs de Shiba, ceux qui veulent bien faire les choses, ceux qui sont là depuis des années, pour bien vendre leurs chiots, pour continuer. Et c'est pas facile, et même les gens ont changé un peu. Oui, la mentalité a changé. La mentalité un peu maintenant, a changé. Les gens veulent un chiot tout de suite. C'est-à-dire qu'avant, ils étaient prêts à attendre. Maintenant, ils appellent. Vous avez un chiot disponible? On va dire oui, peut-être dans un mois. Ah bah non, c'est bon, on a vu un autre... ou alors ils disent oui, et puis après ils disent ah bah non, entre-temps j'ai trouvé. C'était impossible. C'est vraiment le mode de consommation qui a changé. Ouais, vraiment. On peut dire consommation, on est quand même sur des... c'est devenu, en plus, je trouve vraiment ça. Mais c'est ça, ouais. Quand il y a des gens qui te disent je veux le modèle machin, ou je veux telle couleur qui n'existe pas, tu vois, je veux le jaune... quand même, tu peux te renseigner un minimum, savoir que ça s'appelle roux. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Enfin, je trouve que ça a vachement changé. Je trouve que oui, ça a changé. Notre métier reste le même, je pense, mais effectivement... Mais le côté humain. Le côté humain a beaucoup changé. Mais ça pourra faire l'objet d'un autre podcast. Ouais, je pense que ça serait intéressant même de développer plus de parties. En tout cas, si ça plaît aux gens. Ouais, si pas qu'ils hésitent à le dire, pardon. Ouais, parce que je pense qu'il y a plein d'autres sujets un peu annexes qui sont Je pense que dans l'élevage, je pourrais faire un podcast de 4 heures, qu'on aurait toujours des choses à dire. Toujours des trucs même nos expériences qu'on a vécues et tout. C'est ça, les mises-bas épiques, les saillies incroyables. T'es au téléphone et que tu m'appelles parce qu'il y a le chien qui sort. Mais attends, là, je l'ai entendu hurler. Ouais, c'est ça. Mais là, je l'ai entendu hurler, mais pas les hurlements de quand ça sort. Oui, parce que là, en fait, elle est en train de pousser. Ah oui, ok. Non, parce qu'avec Margot, on s'est partagé des vidéos, des appels à 4h du matin. La dernière fois, c'était... Là, t'es à combien de phalanges? Tu penses qu'il a combien de phalanges? Là, je crois qu'il a 2 phalanges. Ah, mais c'est mieux que tout à l'heure. Oui, c'est mieux. Donc, mais ça fait quand même 6 heures maintenant. Donc, il y a des anecdotes sympas. Ouais, si ça plaît, moi, avec plaisir, je pourrais revenir pour en parler. En plus, on se voit tout le temps, on se voit hyper souvent, donc il y aura de quoi faire. En tout cas, on vous dit à très bientôt. Ouais. Et puis, j'ai le petit truc de fin, j'ai toujours partage, like et abonne-toi, parce que c'est des contenus, on a besoin de savoir si ça plaît ou si ça plaît pas. Et puis, à très bientôt. Ciao.